Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la partie 2 du témoignage d'Aveline. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, n'hésitez pas à le faire. Bonne écoute. La deuxième à partir du moment où elle a été agressée, en février 2022. Elle a commencé à être de plus en plus réservée, à ne pas dire que ça n'allait pas. Et c'est ça aussi qui est très compliqué. Et c'est ça qui est très compliqué aussi pour les parents. C'est que les enfants qui ne vont pas bien le cachent beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à voir les scarifications quand il y en a, à voir même les pertes de poids quand il y en a, à voir le mal-être. Merel, quand je l'interrogeais, je dis ça va ? Oui, ça va, tout va bien. Oui, tout va bien. Et une sorte de masque en fait qu'elle se met, elle faisait croire que tout allait bien. Alors après, elle a fait sa première tentative de suicide fin juin 2022. Et Ça s'est déclenché alors, comme ça. et franchement, ça faisait 1 mois que j'étais pas bien. J'avais quand même une sorte de pressentiment de me dire ça ne va pas. Ça ne va pas. Elle me dit que ça va, mais ça va pas. J'avais même alerté son père. J'ai dit je t'assure, je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'elle va pas bien. Je le sens, ça va pas. Et c'était très délicat aussi, même de lui en parler, parce que en même temps, on me disait bah oui, évidemment qu'elle va pas bien, Aveline, elle s'est faite agresser. Oui, mais ok, mais déjà, elle en parle pas de son agression. Elle allait pas voir du coup de psy ou... Alors, si, elle a commencé aussi, bien sûr, elle a commencé à avoir un psychiatre à ce moment-là. Du coup, mais elle bon, devait quand même lui parler. oui, mais même pas. D'accord. Elle en parlait pas. Et d'ailleurs, quand elle a fait sa première tentative de suicide, la psychiatre était très étonnée. D'accord. Voilà. C'est dire que les adolescents peuvent être très forts. Ok. Et ça fait partie des choses que j'aimerais dire aussi, en fait, en tant que parent d'adolescents qui traversent ce genre de troubles-là. Ça fait tellement peur et on se sent tellement démuni et on culpabilise tellement que ça nous paralyse. Et on fait confiance, bien évidemment, aux experts. Et tant mieux, je veux dire, bien sûr que c'est important d'avoir l'avis des uns et des autres. Mais il faut absolument, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est de s'écouter quand même. Parce que, par exemple, là, pour Merel, je le sentais. Il y avait quand même quelque chose qui faisait que j'avais un pressentiment. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et c'est difficile, en fait, de s'écouter dans ces moments-là. Et puis, si à côté, les gens se disent, bon, bah non, finalement, ça va. Et quoi ? Est-ce qu'on est parano ? Est-ce que... est-ce qu'on projette des choses ? Et il y a peut-être un peu de ça, mais je reste persuadée que, et ça c'est important, vraiment, nous restons les meilleurs experts pour nos enfants. Et donc, d'écouter les experts, mais de s'écouter aussi. Voilà. Ouais. Tout ça pour dire que cette première tentative de suicide, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas complètement vu venir. Ouais. Du coup, elle a fait ça à la maison ou vous étiez là ? Alors, elle a fait ça chez son père. Son père n'était pas là.
ni les autres enfants. Elle était toute seule, en fait, OK. chez son père. C'est l'ambulance qui m'a appelée, Mais mais elle allait bien. comment ils ont su? C'est elle qui a appelé l'ambulance? Oui, D'accord. c'est elle qui a appelé. Elle a appelé le SAMU. Elle a dit ce qu'elle avait fait. Donc ils sont venus tout de suite. Elle avait pris une tablette de Doliprane quand même, mais je savais que c'était pas fatal. Enfin, Ouais. c'était pas, ça mettait pas sa vie en jeu. Donc, par contre, ce qui était très difficile, c'était quand même cette notion de tentative de suicide. Voilà, Ouais. parce que c'est la première fois qu'un de mes enfants faisait une tentative de suicide, et c'était très très lourd en fait à porter, très Mmh. très lourd. Voilà, donc elle est restée quelques semaines à l'hôpital. L'été s'est passé difficilement. Le Et même est-ce qu'elle vous a parlé après ça ou pas du tout? Elle est quand Non, même non? OK. non, elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas, c'était assez compliqué. Je crois qu'elle parlait un petit peu à sa sœur, Mmh. mais pas beaucoup. Et puis sa sœur donc qui était sortie Ah oui, du coup, de c'est le fameux de la été où tout le monde s'est structure, retrouvé? voilà, elles se sont retrouvées là toutes les 2, allant quand même très mal et l'une et l'autre. Ouais. Et donc, eh bien, fin de l'été était absolument terrible, horrible pour tout le monde. Pour Lilia, comme je l'ai expliqué, Lilia, ça s'est passé un mardi, sa tentative de suicide. Et, et Merel, qui était à ce moment-là à l'hôpital parce que elle avait été hospitalisée donc quelques semaines au début de l'été, et il lui avait proposé de revenir pendant 3 jours juste pour se recréer une petite bulle. Mmh. Et donc elle était revenue. Et en fait, elle était revenue à l'hôpital. Sa sœur a fait une tentative de suicide le mardi, elle y était encore. Du coup, elle est restée un jour de plus là-bas pour Ouais. que à l'hôpital ils puissent accueillir un petit peu Mmh. bah, les sentiments qui allaient émerger de ça. Et le mercredi, elle sort. Elle rallume son portable et là, elle reçoit un message d'un commissariat d'une ville du sud de la France qui avait retrouvé son agresseur. Puisque son agresseur avait été au début en garde à vue, après interné en psychiatrie, mais il s'était échappé de psychiatrie. Encore une fois? Enfin, il s'était échappé. C'est la fois où il s'est échappé, en fait. Ah Il oui, s'est oui, oui. échappé de psychiatrie. D'accord. Mais quand ils l'ont Et en fait, il a récidivé fin août. OK. Et donc, il a été de nouveau interpellé. Et donc, là, du coup, ils ont appelé, mais ils ont appelé qui? Ils ont appelé Merel. Et ils n'ont pas appelé les parents, ils n'ont pas appelé le papa ou moi. Non, ils ont appelé Merel, ils ont laissé un message. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça a eu un impact sur ce qu'elle a fait le soir même, mais elle a refait une tentative de suicide le mercredi soir. Elle va dire que qu'il y a eu un souci, qu'elle s'est fâchée avec des amis le mercredi. Et en fait, c'est encore très très difficile, mais même encore maintenant, on ne peut pas parler de l'agression. Mmh. Et que c'est extrêmement difficile, en fait. Mmh. Mais le fait est que chronologiquement, ça s'est passé comme ça. OK. Et on est quand même un peu en droit de se poser la question de savoir si ça a un lien, en tout Mmh. cas. Ce qui est certain, c'est que donc elle a refait une tentative de suicide le lendemain de sa sœur. Et donc là, elle a été hospitalisée vraiment pendant. Parce que du coup, vous étiez encore, là? Elle a été hospitalisée parce que parce que ça faisait quand même 2 tentatives de suicide, et que Ouais. là, en fait, il fallait quand même en l'espace de 2 mois, et que c'était bien qu'elle ait un espace de soins, et qu'elle soit prise en charge de façon un peu plus intensive, et qu'elle ait une structure véritablement enveloppante pour elle. Donc c'était une période très difficile Ah oui. d'avoir ces 2 filles à l'hôpital. Et puis Lilia, du coup,
Pourquoi je n'avais pas le droit non plus de lui parler? Parce que, en fait, quand j'expliquais que j'avais passé 3 semaines à ne pas lui parler, c'est aussi parce que Meryl avait fait une tentative de suicide et que du coup, on ne voulait pas, hem, accentuer, le mal-être, de Lilia et donc il fallait lui cacher et donc il ne fallait pas lui dire et donc il ne fallait pas qu'on lui parle, en fait. D'accord. Donc on a attendu 3 semaines pour lui dire. Et comment elle a réagi? Elle était tellement shootée par les médicaments, OK, ouais, que pas en fait, compris forcément. ah oui, ah d'accord, ah oui, voilà, ouais, elle était un peu comme ça. Meryl, elle a réagi différemment aux médicaments. Elle est très fatiguée et elle prend énormément de poids. Mmh. Les médicaments font prendre du poids aussi. Voilà, donc en décembre, tout le monde est sorti. On a passé un Noël, plutôt agréable et au mois de janvier, vraiment, je ne m'imaginais pas ce qui allait se passer. C'est-à-dire que Meryl gardait son masque et puis je l'avais moins vue parce c'est vrai qu'elle était quand même beaucoup à l'hôpital. Ouais. Donc du coup, quand elle est revenue, finalement, elle disait oui à tout, mais je me disais: «C'est peut-être aussi l'effet des médicaments, en Ouais. fait». C'est compliqué ça aussi d'essayer de jauger parce que c'est son enfant. En même temps, il change. En même temps, avec les médicaments, ça change aussi. Avec l'humeur, ça change Mmh. aussi. Donc, essayer de capter, ce dont je parlais tout à l'heure du feeling, Ouais. bah, c'est encore plus difficile du coup dans ce Mmh. contexte-là. En tous les cas, je n'avais pas du tout appréhendé ce qui allait se passer, le 15 janvier 2023 du coup. À savoir que, un soir on était tous là et on devait, faire un jeu de société d'ailleurs et puis elle a dit: «Moi non, je vais prendre ma douche». Il était 18h30. OK, elle va prendre une douche et elle revient et en fait, très vite, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai compris à ce moment-là qu'elle avait pris, beaucoup de tertian, qui est un médicament fort. J'ai donc tout de suite appelé les pompiers et là, ils me disent, «Regardez dans la salle de bain, regardez dans la poubelle de la salle de bain». Et donc je regarde dans la poubelle de la salle de bain, je vois toutes les tablettes Ah oui. de tertian, heu et donc je compte toutes les tablettes et elle avait pris, plus de 40 tertian. Sachant que, en fait, c'est, allez, 4 par jour normalement ou Mmh. voilà. Bon, bref, elle avait pris une dose, létale. Donc là, c'était une course contre la montre parce que le problème, c'est que avec ce genre de choses, on ne peut pas se faire vomir parce que ça va directement dans le sang. Mmh. Donc il fallait juste pas qu'elle s'endorme. Et ça, c'est très compliqué. Donc les pompiers étaient en chemin. Heu, C'était d'une violence inouïe, pour, heu, les 2 autres enfants qui étaient là. Heu, les pompiers ont fait, tout ce qu'ils pouvaient, pour, la garder éveillée, à lui tordre les doigts. Et puis elle était, insultante. En fait, on a des phases de violence et c'était extrêmement, violent et choquant et moi, j'étais dans tous mes états parce que contrairement aux autres, tentatives de suicide qui étaient pour moi, plus un appel à l'aide que j'entendais, enfin, évidemment, mais là, j'ai eu terriblement peur qu'elle meure. Mmh. Heu, donc et puis je leur demandais et ils ne pouvaient pas me répondre Bah oui. et donc c'était très, très dur. Hem, donc après, j'ai quand même aussi, bien aidée, bien épaulée. C'est-à-dire que j'ai eu, mon frère, j'ai eu, mon frère qui était au téléphone, sa femme qui est psy,
qui avait en fait, mes enfants on les avait isolés dans une chambre. Il leur parlait tout le temps, donc ça leur évitait d'avoir affaire à ce Oui. spectacle-là. Et en Heu, fait, ils sont restés sur place ils sont avec elle, ils rest pouvaient pas ils sont l'emmener à restés sur l'hôpital? place, oui, en fait, il fallait surtout pas qu'elle tombe, donc il fallait déjà qu'elle soit, il fallait faire, tout un tas de choses avant de l'emmener, OK, aux urgences, et ils avaient de toute façon le médecin en ligne, tout le OK. temps. Et mais dès qu'elle pouvait être transférée, elle était transférée. Donc à un moment donné: «Ah, c'est bon, on peut la transférer, on y va». Et d'ailleurs, elle a été tout de suite en réanimation du coup, OK. en fait. Elle est restée en réanimation pendant 3 jours. Ils l'ont emmenée, en fait, ils l'ont emmenée aux urgences. En fait, au moment où ils l'ont descendue pour l'emmener, dans le camion, le papa est arrivé à ce moment-là. Et donc c'est le papa qui finalement est parti avec les pompiers, et moi, j'allais les rejoindre. Il fallait juste que je prenne, des affaires et cetera pour les rejoindre. Mais et ça a mis un peu de temps parce que je me suis écroulée. Je me Mmh. suis écroulée, voilà. Ça c'était, c'est quand même, je pense, un des pires moments de ma vie, ça c'est sûr. Mmh. Ce qui les avait choqués le plus, c'était, de voir mon état. OK. Pendant que les pompiers étaient là, de toute façon, eux étaient, dans leur chambre, et le fait est que quand les pompiers sont partis avec Merel, hem, j'ai eu un moment, de douleur immense. Mmh. C'était une douleur immense, même physique. C'est-à-dire que j'ai eu très mal au ventre et j'étais pliée en 2 et j'hurlais. Et donc, mes enfants, voient ça et viennent vers moi, et là, ils étaient pas bien, et je suis, Ouais, peut-être que le fait de te voir comme ça, ils se sont dit: «OK, peut-être que la situation là, elle est vraiment grave, voilà, quoi». peut-être, peut-être. Hem Et en même temps, peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on essaye de cacher, ou enfin, Mmh. pas de cacher, mais il y a des choses qu'on essaye de maîtriser Ouais. en tant que parent. Et puis à un moment donné, en fait, là, là, je ne savais pas si ma fille allait survivre à ça. Et j'en ai d'ailleurs parlé à Lilia en lui disant que quelle que soit, l'issue, pour Merel, on allait être, fortes ensemble, et qu'il fallait qu'on se promette, toutes les 2, d'être toujours très fortes. Mmh. Heu, voilà, mais il fallait effectivement, que j'aie quelqu'un. Je pouvais pas, enfin j'étais, dans un état second. Et j'ai mes voisins aussi qui ont été absolument adorables, heu, qui m'ont déposée après. En fait, j'étais pas du tout en état de Ah oui, conduire bah oui. pour aller, aux urgences, donc c'est mon voisin, c'est mes voisins qui m'ont déposée. Hem, Et du coup, tu arrives à l'hôpital et je suis là arrivée à l'hôpital, et en fait, du coup, elle était en réanimation. C'était très impressionnant parce que, il y avait, non seulement les personnes, les médecins des urgences, mais il y avait aussi, les médecins de la réanimation. OK. Et donc en fait, elle était aux urgences quand elle est arrivée, et après c'est les médecins de la réanimation qui sont venus, et en fait finalement elle a été transférée en réanimation. Mais donc ils étaient 7 ou 8, parce qu'il y avait en plus, des infirmiers, les assistants, enfin bref, j'arriverai pas à dire à détailler exactement, mais ils étaient assez Énorme, ouais. nombreux. Autour de Merel, qui avait perdu connaissance, hem et donc il faisait le point, et en fait, à un moment donné, quand il faisait le point sur, alors non seulement, on était certains, qu'elle avait pris, heu Bien plus que la dose qu'il à peu près fallait. 45 tertians, voilà. Mais en plus de ça, peut-être qu'il y avait, en fait, elle avait aussi pris d'autres choses, et donc ils étaient en train d'évaluer, en fait, vraiment la situation, et c'était à ce moment-là, quand ils en parlaient, c'était absolument insupportable pour moi. C'est je n'ai pas pu rester dans la salle, en fait. Mais Je déjà, vous suis aviez le droit partie. d'être là. Enfin, ils auraient pu aussi vous Oui, oui, dire, oui. Ah ben d'ailleurs après, non, parce qu'après en fait, justement, je suis partie, et on m'a dit, enfin ils l'ont emmenée en réanimation après, donc, mais
C'était insupportable. Je pouvais pas rester là, entendre ça, Mmh. ne serait-ce que l'entendre. Au bout de 24 heures, on savait quand même que ça allait. C'est-à-dire que OK. les heures les plus critiques, c'était les premières heures parce qu'elle pouvait du coup tomber dans le coma, en fait. Mmh. Euh, mais elle n'est pas tombée dans le coma. Voilà. Mais si elle tombait dans le coma, c'était plus problématique. Et je pense aussi que le fait qu'elle ait pris beaucoup de poids, en fait, très clairement, en fait, ça l'a sauvée. Mmh. Et puis le mardi, on m'appelle, c'était l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il y avait un signalement, et ce qui est bien normal, euh, quand, on, quand on a un enfant qui fait comme ça plusieurs Ouais. tentatives de suicide, euh, il est bien normal Oui, il se pose des questions. que l'État se pose la question de savoir Mmh. si, dans quelle mesure l'enfant est bien. Donc, moi, j'ai trouvé ça finalement plutôt rassurant de savoir que ça fonctionnait bien. Le fait est qu'on avait demandé une aide éducative à domicile. Mmh. On l'avait demandé lors de son hospitalisation à l'automne. Et donc finalement, là, ça nous a été accordé. C'est une aide qui consiste en quoi? C'est un éducateur qui vient à la maison pour discuter avec tous les membres de la famille, voir un peu comment ça se passe. Mais c'est pas vraiment une enquête. C'est plus d'essayer de comprendre, de voir éventuellement, de donner des conseils s'il y a lieu. Bon, voilà. Donc finalement, on a eu une AED, ce qu'on appelle une AED. Après, Vous je l'avez l'ai vue 2 encore? fois. Alors c'est 6 mois, c'est 6 mois D'accord. renouvelables en fait. Et c'est le département en fait qui est en charge de ça. OK. Euh, Et ça vous a aidé du coup pendant ces 6 mois? bon, elle n'est pas venue beaucoup, c'est-à-dire que le temps que ça se mette en place, elle a vu un petit peu les enfants. Je pense qu'elle est utile quand il y a des choses en fait vraiment à signaler. OK. Ce qui n'était pas forcément là le profil de notre famille, Mmh. parce que Mais ils sont déjà pris en charge, vous faites parce qu'en plus déjà ce voilà, il y qu'il avait faut, quoi? vraiment une prise en charge. Mmh. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de prise en charge, etc., oui, il y aurait Mmh. eu des choses plus poussées. Là, bon, Et du coup, après la réanimation, donc elle s'est réveillée? elle s'est réveillée. Ça a été très dur à ce moment-là parce qu'elle a regretté que ça n'ait pas marché. Mmh. Donc j'ai compris qu'elle voulait vraiment mourir. Et là, en fait, ouais, c'était très très dur en fait. Quand elle dit, ah, je voulais que ça fonctionne, je voulais pas. Elle voulait vraiment mourir. Et donc ouais, là, c'est très très dur. Donc elle a été hospitalisée pendant presque un mois À l'hôpital, du coup? à l'hôpital. OK. Voilà. Et après, donc il fallait une structure. Sauf que état des structures en France, pas bonne. L'état des structures en France est catastrophique. Et, et c'est terrible parce que donc, après, il fallait qu'elle sorte. Elle avait un suivi. Bien sûr, elle avait un suivi. Elle était suivie par un psychiatre, par une psychologue, par une deuxième psychologue d'une structure dans laquelle elle allait peut-être aller, par la maison des adolescents, puisqu'elle était aussi dans le dispositif de la maison des adolescents. D'ailleurs, la maison des adolescents, c'est un dispositif qui est très bien, qui est peut-être trop peu connu, Mmh. mais il y a ça généralement dans à peu près tous les départements. Et on a la chance, nous, d'avoir Maison des adolescents pas loin de là où on est. Donc elle y allait aussi tous les mercredis. Il était absolument évident qu'elle ne pouvait pas reprendre l'école. Ouais. Ça lui était euh, même plus qu'on déconseillait. Il est hors de question que tu reprennes l'école. Pas nous en tant que parents, hein, mais Mmh. les experts, tous les psychiatres et psychologues, etc., et tous les spécialistes qu'elle pouvait voir. Donc, on avait vraiment à peu près, elle était suivie par à peu près 4 ou 5 personnes qui la suivaient comme ça régulièrement, euh, toutes les semaines. Donc, on avait cet équilibre-là.
avec moi, du coup, qui travaillais à mi-temps. J'étais en mi-temps thérapeutique et aussi pour me permettre de rester avec elle. Parce que par contre, ça nécessitait qu'on soit toujours là. C'est-à-dire de la laisser aurait été très risqué. Voilà. Mm. Parce que elle expliquait avoir des pulsions de mort ou des crises où parfois elle avait juste très envie de mourir. Et que quand elle avait envie de mourir, il fallait que ça se fasse tout de suite maintenant. Mm. Voilà. Donc ça, et en fait, c'est au mois de juin qu'on a réussi à trouver une structure. Or, la structure, on l'a demandé quand elle était hospitalisée au mois de janvier. On a eu la structure, elle a pu y aller fin juin ou début juillet, enfin, vraiment 2023. Ok. Et donc, elle est restée dans cette structure 3 mois et avec un passage à la mi-août où elle était chez moi et elle a refait une tentative de suicide. Avec un rasoir, en s'ouvrant les veines, 70 points de suture. C'est moi qui l'ai retrouvée dans le couloir, en sang. Là, c'était encore très violent, différemment. Là, c'est la violence visuelle de ce qu'on voit. Et puis, j'ai pas réagi de la même façon. En tant que maman, j'étais là très en colère. Mm. Parce qu'en fait, en tant que maman, quand on voit ça et quand on assiste comme ça à une tentative de suicide, en fait, on a des sentiments qui sont violents, de toute façon, qui sont très forts, mais qui sont assez différents, en fait, selon le contexte aussi. Mm. Là, j'avais pas la peur. C'est-à-dire que je me doutais qu'elle allait survivre, même si il y avait beaucoup de sang. Mais c'était plus horrible, gore, voilà. Mais par contre, j'étais terriblement en colère. Je l'en voulais. C'est pas forcément la bonne réaction. Et voilà, je me dois juste d'être très honnête. Et j'étais en colère parce que je me. Et aussi, aussi, je pense, envers la situation. C'est-à-dire, mince, t'es une fille tellement intelligente, tellement brillante sur plein de choses. On a besoin, le monde a besoin de gens comme toi, en fait. De personnes comme toi, de personnalité, d'ouverture, d'avoir ton. On a besoin on a besoin de toi. Donc ne nous laisse pas. Donc Mm. c'était une vraie colère. Et j'ai mis vraiment du temps à redescendre. J'ai mis du temps même à lui parler normalement, où j'étais fâchée. Mm. Mais voilà. Mais sauf que là, on est au-delà de la bêtise Ouais. euh, du crayon sur le canapé. Mais c'est juste tellement intense. Voilà. Et en fait, quand même, il s'est passé quelque chose cet été, c'est qu'il y a eu un avant, un après. Mm. En fait, je pense qu'aussi cette peur-là m'a déclenché une Cette colère. rage. Oui, rage, c'est peut-être un peu fort, une colère, en tout cas, une sorte de force qui fait que je me suis dit non, mais il faut faire quelque chose. Mm. Et il faut agir. Et il faut agir. Alors déjà, j'agis sur moi, bien sûr, parce que Ouais. je suis suivie depuis 1 an et demi. Mais agir aussi pour les autres parents. Agir parce que tout ce que j'ai traversé, avec le recul, je me dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal dans le sens, ok, que mes enfants aient des problèmes. euh, à la limite, là, il n'y a pas de normal ou pas normal. C'est Mm. comme ça. Par contre, de devoir attendre 6 mois avant d'être prise en charge, ce n'est pas normal. Le fait d'avoir aussi peu d'écoute pour les parents, ce n'est pas normal. Beaucoup de choses qui me sont arrivées où je me dis aujourd'hui, non, ce n'est pas normal. Et ce sont des choix politiques, en fait, et qu'il faut changer. Et voilà. Et en Mm. fait, je mets ça plus. Et sur le système, notamment.
J'ai eu affaire à des médecins de qualité, vraiment. Le problème, c'est que tous les psychologues ou psychiatres n'étaient pas non plus forcément tous d'accord entre eux. Et c'est déjà pas évident. Mais en plus, on doit se dire, bon, bah alors voilà, vers qui on se tourne, vers quoi on se tourne. C'est assez compliqué. Au même titre que parfois, on peut ne pas être d'accord pour un avis médical. Mais c'est vrai que du coup, bah, pour son enfant, oui, c'est très compliqué. Mais il y a ça aussi. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir autant de suivi, enfin, autant d'avis médicaux différents, c'est pas normal. Et pourquoi c'est pas normal? Parce que finalement, on se dit, bah c'est bien, il y en a beaucoup. Mais non, euh, non, il y en a pas assez de peu et qui durent. C'est-à-dire que si on en est arrivé là, c'est parce qu'elle a dû aller dans une structure, la structure qui a seulement au bout de 6 mois, qui est de toute façon seulement pour un temps, c'est-à-dire que ce sont des psychiatres qu'elle ne va voir que pour quelques semaines. Et donc, c'est vraiment pas évident, voilà, toute cette Ouais, coordination-là. tu te sens un petit peu noyé dans tout ça. Oui. Et du coup, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, où est ta fille? Alors, ma Qu'est-ce qui se fille, passe pour elle? aujourd'hui, elle est dans une sorte de soins-études. D'accord. C'est une sorte de soins-études ouvert, c'est-à-dire que là, elle est dans un hôpital où elle y reste du dimanche au vendredi soir. Mais la journée, en semaine, ce n'est pas une école au sein de l'hôpital, c'est le lycée à côté du quartier. Mais donc, elle se rend jusqu'au lycée, euh, donc lambda, quoi, public, à côté de quartier. Mais par contre, le soir, elle revient dans la structure hospitalière. Ok. Du coup, c'était pas trop risqué de la laisser faire ça? C'était notre seule option. Hmm. Et les soins-études qu'on a essayé, c'était 1 an d'attente. Et en même temps, oui, c'est risqué, mais en fait, cette structure, euh, moi, me paraît très bien. Hmm. Et puis, bah oui, bon, bah, il y a un risque. Je pense que le risque, il sera partout de toute façon. Ouais. Et malgré tout, elle est quand même très encadrée. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai moins peur maintenant. Hmm. J'ai moins peur maintenant. Peut-être parce que j'ai eu tellement peur avant, je sais pas. Je sais pas si c'est juste une forme d'anesthésie ou si mon suivi psychologique a fait son effet ou si c'est suite à tout ce que j'ai vécu. Mais euh, j'ai moins peur qu'avant qu'elle passe à l'acte. Du coup, aujourd'hui, tu la vois pas du tout? Ou le samedi, Alors, du coup? Elle euh, rentre à la maison? ça ne fait que quelques semaines qu'elle est là-bas. Ok. Ça a été très long. Hmm. Mais finalement, elle y est. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et l'idée, c'est qu'effectivement, elle rentre généralement 1 semaine pendant les vacances. Même pas les 2 semaines, mais pour les vacances scolaires, plutôt que d'avoir Ok. les 2 semaines, elle rentre 1 semaine. Ok. Et le week-end, du coup, Et le week-end, oui, du vendredi au dimanche. d'accord. Elle rentre par elle-même le vendredi soir Hmm. et on la ramène dans le centre le dimanche euh, avant le dîner. Et c'est l'occasion aussi de raconter son week-end, de parler aux soignants, à l'équipe, de faire un peu le point sur la semaine. C'est le moment un peu où on peut se voir. Ok. Alors, on a parlé du parcours de tes filles. Tu as un tout petit peu évoqué la situation, en tout cas, parentale. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur l'aide que tu as pu recevoir en tant que parent quand tu traverses tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as des ressources, des choses à partager là-dessus? Et où tu en es aujourd'hui, du coup? Alors, effectivement, moi j'ai eu la chance d'être aidée non seulement par un très bon psychiatre, mais aussi par ma famille, que ce soit frères, parents,
un entourage, des amis très proches qui m'ont aidée beaucoup et aussi à déculpabiliser un compagnon, puisque j'ai refait ma vie après la séparation. Et ça fait 3 ans que je suis avec mon compagnon qui me soutient. On n'habite pas ensemble, mais il me soutient quotidiennement. Et il m'a aidé aussi à me redonner confiance en moi et donc aussi en ma maternité. Et ça, en fait, c'est tellement important parce qu'on culpabilise tellement que c'est absolument essentiel d'avoir dans ces moments-là un entourage qui va te porter, qui va t'aider à supporter ce poids-là pour pas que tu t'écroules complètement. Mmh. Et donc, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui va, enfin des personnes qui vont te donner confiance, qui vont te valoriser. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, vraiment. Et aussi mes collègues, parce que mes collègues, l'administration, donc j'étais très 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 bien entourée. Et heureusement, oui, Mmh. parce que ça aurait été très difficile sinon. Parce que néanmoins, enfin là je parle de mon compagnon, mais c'est pas le papa. Mmh. Et que là c'était très difficile justement, parce qu'il y avait quand même de fortes tensions. Donc, ce qui est important, que ce soit le père ou pas le père, mais en tout cas d'avoir un compagnon, d'avoir quelqu'un, et même si c'est pas un compagnon, mais en tout cas d'avoir un entourage, des amis très proches qui puissent soutenir. Ça, c'est très très clair. Les ressources, en fait, d'en parler, le problème d'en parler, c'est qu'on n'est pas forcément apte, on n'est pas forcément capable de le faire tout de suite, sur le coup. Ouais. Et je me rappelle de ces moments-là où j'étais à l'hôpital en février. C'était il y a quasiment 2 ans, où Lilia était dans son anorexie très forte, où je n'avais plus l'énergie de rien, Mmh. mais de rien, ni même écouter de la musique. Je suis musicienne, c'est une très grande part de ma vie, la musique. C'est essentiel pour mon bien-être, normalement. Et je Mmh. dis normalement parce que je me suis retrouvée à ne pas écouter de musique pendant longtemps. Ça commence à revenir. Mais pour moi, la musique, c'est un tel déclencheur d'émotions Mmh. que ça me faisait basculer tout de suite dans quelque chose de trop pour moi. Et donc, je préférais même ne pas écouter de musique, moi qui suis musicienne. Pourtant, c'est mon métier. Je Mmh. vis là-dedans et je n'en écoutais même pas. C'est-à-dire qu'on se coupe réellement complètement du monde. Ouais. L'important, c'est justement de se reconnecter au monde, de se raccrocher. Et donc, ça peut être de plein de façons différentes, mais l'idée, c'est toujours d'avoir en tête de ne pas rester trop isolé, parce que on a tendance on a tendance à s'isoler, à ne pas parler, à se dévaloriser, à tout ça, et à rentrer dans une sorte de cercle vicieux euh, qui est nuisible non seulement pour nous, mais même pour nos enfants, où Mmh. ça ne va pas les aider. Donc, si j'avais un conseil, c'est de penser au fait qu'il est essentiel de prendre soin de sa propre santé mentale, déjà pour soi, mais aussi pour nos adolescents, en fait. Mmh. Et les ressources, malheureusement, il y a encore trop peu de témoignages, trop peu de récits, trop peu de livres, trop peu de podcasts, trop peu d'émissions sur le sujet de la santé mentale, d'une manière générale, et sur les parents, qui sont pourtant en première ligne, qui pourraient être là justement pour aider, pour soutenir. Et donc, c'est essentiel. Voilà, c'est absolument essentiel que les choses changent. C'est essentiel qu'on puisse échanger davantage. C'est essentiel qu'on puisse aider les parents, et par des témoignages, et de façon concrète. Mmh.
Mais ne serait-ce que, par exemple, de proposer une cellule d'écoute quand on est, quand on est à l'hôpital et qu'on vient déposer son adolescent. Il existe quelques groupes de parole dans quelques établissements, ça existe, mais souvent c'est peut-être une fois par mois. Donc généralement on a la chance d'y assister une fois, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. En fait, c'est pas. Et puis ça reste au sein de l'hôpital. Et je trouve que d'avoir une structure en dehors de l'hôpital, d'avoir quelque chose de plus neutre, en fait, ça pourrait davantage aider. Et parce que aussi le parent se sent jugé, se sent on pense qu'il y a une forme de responsabilité, forcément. Et cette part de responsabilité, d'ailleurs, elle existe. Je veux dire, il ne faut pas la nier non plus. Mais c'est une part de responsabilité, donc il faut bien avoir ça en tête et se dire que si son adolescent ne va pas bien, nous sommes une partie du problème. Et même d'ailleurs se dire que on est la seule responsable, en fait, il y a une partie très très auto-centrée et en fait c'est nier aussi un peu de ce qui est son adolescent qui est un individu à part entière. Il a sa propre histoire aussi, il ne dépend pas que de nous justement et c'est justement un individu en devenir. Voilà, et donc c'est aussi l'occasion d'en prendre conscience, mais donc d'échanger autour de ces thématiques. Je trouve que ces moments de parole n'existent pas du tout suffisamment. Eh ben, merci beaucoup déjà d'avoir pris ce temps pour nous partager un moment de ta vie qui est quand même très douloureux. Donc il faut beaucoup de courage en tout cas pour arriver à le faire. Donc vraiment merci pour ça. Est-ce que tu aurais envie de transmettre un message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? J'ai envie de transmettre 2 messages. Ou un message global qui serait sur le fait de faire attention à ne pas juger trop vite. On a évidemment tous tendance à faire, et surtout dans la société dans laquelle on vit, où on vit une société dans l'urgence, où il faut du coup avoir un avis immédiat tout de suite, etc. Et donc on a aussi tendance à catégoriser. Ne pas catégoriser, ne pas juger les personnes, ni quand vous êtes concerné, ne pas vous juger vous-même, ni quand vous entendez ce genre d'événements où de se dire ce jeune-là, il a fait une tentative de suicide, mais les parents, mais ça doit être terrible, mais peut-être que le papa ou peut-être que la maman est terriblement dysfonctionnelle, peut-être que ça va pas, peut-être qu'il y a... Et de commencer à s'imaginer des choses, ne pas juger. Et parfois, on se dit, on dit qu'on ne juge pas. Le fait est que on a en tout cas des pensées qui nous traversent, et je trouve que il est important aussi de donner la parole parce que cela permet de prendre le temps d'expliquer et donc d'éviter ces jugements trop hâtifs. Merci beaucoup, c'est un super message. On va s'arrêter là pour ce témoignage. Merci d'avoir partagé tout ce chemin de vie avec nous. J'espère vraiment que cet épisode pourra aider les parents qui en ont besoin, ou ouvrir en tout cas la voie aux personnes qui l'ont peut-être pas vécu mais qui ne savent pas du coup ce que peuvent vivre les parents dans ces moments-là. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!